Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 3 de The Last of Us et pour rappel nous avions quitté Joel et Ellie après l'explosion du Capitole où Tess s'était sacrifiée après avoir été mordue et infectée. Forcément nous allons retrouver nos personnages endeuillés, alors est-ce que cet épisode est de nouveau une réussite? Eh bien ça commence maintenant. Alors oui, c'est une nouvelle claque, encore plus forte que l'épisode 1 et 2. Pourtant, ayant joué au jeu, je savais vers quoi nous allions. Mais force est de constater que la série arrive tout de même à surprendre, prenant même des risques de s'éloigner de quelque peu du jeu. Et encore une fois, sans jamais dénaturer l'œuvre d'origine. Peut-être même, pour certains, améliorer l'histoire. Une chose est sûre, les joueurs vont avoir de nouvelles informations concernant l'histoire de Bill et Frank par exemple. Pour rappel, dans le jeu, Joel et Ellie vont en direction de la ville de Bill, et Joel tombe sur un des nombreux pièges qu'il a laissés. Bill sauve Joel d'une horde d'infectés, phase d'action qui permet d'avoir un peu de gunfight. Sachez juste que Bill a bien rencontré Ellie, Bill a une dette d'ailleurs envers Joel pour obtenir de la même façon une voiture. Bill veut bien aider Joel bien évidemment, mais avant il doit récupérer des pièces à travers toute la ville. D'ailleurs dans le jeu, Ellie veut aussi une arme de façon assistante. Au moment de chercher les pièces, Bill raconte qu'il s'était attaché à quelqu'un, un partenaire comme il l'appelait. Il indique que ce partenaire s'est tiré et que c'est pour ça qu'il est resté tout seul. Il ne faut surtout pas s'attacher dans ce monde. Au moment où ils veulent récupérer le matos de Bill, il s'aperçoit qu'on lui a volé. Quelqu'un aurait peut-être eu la même idée. Pourtant, alors qu'ils vont dans une maison, un pendu est présent. Bill semble reconnaître la personne contrairement à Joel. Il indique alors qu'il s'agit de Frank, son partenaire. Frank s'est fait mordre alors que plutôt que de se transformer, la mort était peut-être la solution. Dans le jeu, on sent que Bill est très affecté et on en déduit facilement qu'ils étaient plus que partenaires. De plus, dans le jeu, on retrouve une lettre de Frank qui lui indique qu'il le quitte après sûrement une grosse dispute. Grâce à Bill, Joel et Ellie quittent la ville avec un pick-up. Bref, le jeu essaye de parler des non-dits qui en disent beaucoup. Après tout, Bill est un personnage qui ne veut pas trop se dévoiler et ça fait partie de son caractère. Et bien l'épisode 3 va nous raconter son histoire pendant la pandémie mais aussi après plusieurs années, tout en étant très différente. Voilà, maintenant que vous savez l'histoire du jeu, nous allons pouvoir passer au débrief de l'épisode de cette semaine. On peut constater qu'il n'y a pas d'introduction dans l'épisode afin de commencer directement avec Ellie et Joel. Les interactions sont toujours aussi bonnes entre les deux, l'alchimie fonctionne, encore une fois, n'en déplaise à ceux qui trouvent encore une fois que le casting ne reflète pas le jeu. Tiens, en parlant de ça, c'est l'occasion pour moi d'évoquer ces vidéos YouTube qui prolifèrent d'ailleurs et qui sont perso à vomir. Sur, par exemple, qui aurait pu jouer Ellie plutôt que Bella Ramsey. Les gars, le casting il est clos, passez à autre chose. Lorsque vous serez directeur de casting, ce que vous n'êtes pas au demeurant, vous pourrez éventuellement parler, mais là, critiquer le physique d'une actrice ou l'origine d'un acteur, car cela ne correspond pas à vos idéaux, sont d'une débilité profonde. Pensez interprétation déjà, car oui, je trouve vraiment la même personnalité que dans les jeux. Bref, désolé de m'égarer sur ce point, mais ça se multiplie sur YouTube et ce bashing était vraiment injuste. Premier plan, Joel nettoie sa main, qui avait tabassé un soldat, lavé sa violence peut-être. Il construit à l'aide de galets, enfin il fabrique un cairn, un petit édifice pour Tess, marqué un site funéraire. Cela permet aussi de nous situer géographiquement et le chemin parcouru. Joel semble en colère contre Ellie, c'est très froid entre les deux, mais Ellie essaie de briser cette glace et ça fonctionne en indiquant que ce n'est pas de sa faute. Joel indique qu'il y a très peu d'infectés dans le coin, cependant il surveille s'il n'y a pas d'humains. L'occasion de nous indiquer aussi, une fois de plus, que parfois c'est plus dangereux que les infectés. Intéressante discussion sur le maniement des armes, que parfois on se loupe facilement, ça rappelle le jeu. Parfois la visée n'était pas une chose simple. Comme dans le jeu, Ellie insiste pour avoir une arme. Et comme dans le jeu, Joel essaye de récupérer du matos qu'il a planqué. De même que la borne d'arcade, qui est un clin d'œil évident, pour le coup ça donne réellement envie d'y rejouer. Fouiller tous les aimants pour crafter. Ellie tombe avec un infecté. Le cran d'arrêt fait penser au surin pour tuer les infectés. A noter encore une fois que le maquillage est toujours au top. Et Ellie coupe l'infecté comme pour un rappel avec la mycologue qui regardait si le champignon était présent partout. C'est là qu'on voit qu'il n'y a plus rien d'humain à l'intérieur. On passe au passage de la première photo dévoilée de la série, la carcasse d'un avion. Cela nous évoque qu'Ellie n'a jamais vu le monde avant la pandémie. Et voici les ajouts toujours bienvenus de la série avec la théorie des premiers infectés. Pas de patient zéro, mais le champignon a muté et a contaminé la nourriture via les ingrédients comme la farine. On nous apprend qu'il fallait en manger une bonne quantité pour être infecté, d'où la propagation rapide du virus à travers le monde, mais aussi à travers le continent et les continents. Avec la mondialisation, tout est allé très vite. Joel indique qu'il faudrait couper à travers la forêt car il veut pas que Ellie voie les morts sur le côté de la chaussée. Parfaite transition pour un retour en 2003 où les habitants étaient évacués par la Fedra, qui rappelle les évacuations faites dans Tchernobyl. Bill, américain parano, vit dans son bunker lors de cette évacuation, comme dans le jeu finalement. On parle des survivalistes
survivalistes qui sont assez nombreux aux États-Unis, vivant dans la paranoïa d'une future catastrophe, sauf que pour une fois, son côté survivaliste est réel. Les survivalistes sont souvent préparés pour ce genre d'événement, ce qui paraît tout à fait crédible pour créer quelques années une ville fortifiée. Le côté fasciste aussi de la Fedra est mis en avant. Bill sort de son bunker avec son masque, un autre clin d'œil au jeu, car on rencontre Bill avec celui-ci également. Bill pille tout ce qu'il peut trouver pour créer un véritable havre de paix et de sécurité dans ce monde post-apo. On apprend comment il a fait, comment il avait toujours eu du gaz, de l'eau chaude et l'élaboration de pièges à travers la ville pour éviter les infectés, les pillards, mais aussi la chasse pour manger. Des caméras partout pour visualiser le moindre mouvement, un véritable MacGyver. Évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain, 4 ans seront nécessaires et Bill semble vivre sa meilleure vie. Un piège s'allume, la victime est dans un trou. La personne indique ne pas être infectée, mais pour Bill, 2 précautions vaut mieux qu'une. Et la série doit tout inventer car cette histoire nous est évoquée dans le jeu, mais que la surface. On sent clairement que Bill ne fait pas confiance, et il fait même confiance à personne, mais Frank demande à manger, alors Bill indique qu'il ne peut pas faire ça car d'autres viendront pour manger également, ce qui paraît logique en soi. Frank dit qu'il ne sait pas mentir, et il a réussi à le prouver dans son trou. Alors il promet de ne pas en parler. Souci du détail, la même chemise que Frank est portée dans le jeu. Bill cuisine pour Frank, mais reste tout de même sous ses gardes. On sent qu'il aime la bonne cuisine, presque un art de la table, et c'est un amateur de vin. Frank repère tout de suite le côté raffiné. Un homme qui sait qu'on accorde le lapin avec un Beaujolais est une bonne réplique, car les apparences semblent parfois trompeuses. Mais Frank devine l'orientation sexuelle de Bill. Il cherche alors des partitions près du piano en devinant ses goûts musicaux. Frank le connaît peut-être bien plus qu'il ne le croit. Et il trouve une partition de Linda Ronstadt avec la chanson Long Long Time. Je me suis permis d'en traduire une partie, cela évoquera évidemment leurs sentiments, mais aussi leur histoire de leur vie. Bill joue également du piano. Après la cuisine, la musique semble être aussi une passion et évoque une ancienne histoire d'amour avec un garçon. Il est évident que la tension que nous avions au départ se transforme sur une tension sexuelle. Bill et Frank coucheront ensemble et deviendront un véritable couple, mais avant ça, Frank indique bien à Bill qu'il ne couche pas avec lui pour un plan. Donc il restera avec lui pour la suite. Car en étant un peu parano comme Bill, il est légitime que ce soit clair. 3 ans plus tard, engueulade entre les deux. Alors à ce moment-là, la réalisation dupe les joueurs du jeu en voulant nous rappeler la fameuse lettre de Frank avant son suicide. Mais c'est là que la série va être très forte. Bill et Frank s'engueulent sur la gestion des ressources, car au bout de 7 ans, forcément certains éléments viennent à manquer. L'idée de Frank est d'avoir des amis et de collaborer pour des ressources, échange de bons procédés, sauf que Bill n'est pas d'accord. Grâce à la radio, une rencontre est organisée avec Joel et Tess. Bill et Joel se ressemblent dans les actes et Tess et Frank tisseront des liens d'amitié, ainsi que Frank et Joel. Leurs échanges seront nécessaires à la survie de chacun. Médicaments de la part de Joel et Tess, nourriture, vin et vêtements de la part de Bill et Frank. Frank cultive des fraises. Cette scène évoque selon moi toute l'importance de l'épisode. En effet, les petites choses qui nous paraissent à nous normales, ici chaque petite chose est importante. Que ce soit un repas, une fraise poussée dans le jardin, qui crée des moments uniques et qui permet de savourer à chaque instant la vie. Bill évoque son âge car il vieillit plus vite que Frank. Cela paraît anodin comme ça et pourtant ça nous aidera par la suite. Des pillards essayent d'entrer dans la ville, mais les pièges fonctionnent très bien. Les éléments que Joel a donnés à Bill semblent efficaces. Bill se prend une balle et là encore la réalisation va nous duper puisque après c'est Frank qui sera en fauteuil roulant. Dû à une maladie dégénérative, je pense qu'il s'agit de Parkinson. Après tout, 20 ans se sont écoulés, cela me rappelle presque le début de là-haut sur cette vie avec des hauts et des bas, mais que cette aventure valait la peine. De même que la maladie dégénérative nous est mise en scène via des tableaux que Frank peint, où il n'est plus capable de faire un simple geste. Cette maladie où ton corps est une prison et qui fait un parallèle à l'infecté du début, qui lui aussi est prisonnier de son corps. La symbolique est là pour nous rappeler aussi la réalité de la mort et de la maladie. Frank révèle qu'il s'agit de sa dernière journée, il veut se tuer. Le message est selon moi une porte d'entrée sur un débat qui mérite réflexion, partir dans la dignité. Et là nous avons la musique de Max Richter, que vous aviez déjà entendu dans Shutter Island ou Premier Contact, deux chefs-d'œuvre évoquant le deuil et la difficulté de s'en remettre. D'ailleurs, quand j'y repense à Premier Contact, c'est assez annonciateur pour la suite de The Last of Us. Leur dernier jour semble être le plus beau de tous. Ils se marient également, souci du détail, le même repas qu'à leur rencontre. Encore une fois, des choses simples qui font la vie. Des comprimés écrasés, mélangés au vin de Frank, mais Frank connaît Bill, et les médicaments sont aussi dans la bouteille. Quoi de plus romantique que cette vie avec cet amour comme à la mort? Alors ils s'installent dans leur chambre et meurent. Contrairement au jeu, nous ne verrons aucun corps. Retour sur Ellie et Joel qui rentrent dans la ville, les fleurs se fanent, ce qui évoque la présence de la mort, en un plan plus intime
mais symbolique que de montrer la chambre. Une lettre est adressée à Joel parlant d'amour et évoquant Tess, qui rend Joel encore plus attachant, montrant sa vulnérabilité comme s'il ne pouvait pas protéger qui que ce soit entre sa fille et Tess. C'est encore plus accablant. Les décors sont encore un personnage, on sent toute la vie et tout l'amour qu'il y a eu dans cette maison. Ça rappelle évidemment le jeu sur la lettre retrouvée. La lettre indique qu'une personne méritait d'être sauvée, malgré son côté insociable au monde. Il laisse le matériel ainsi que les armes afin de protéger Tess, forcément. Ellie deviendra cette mission de vie pour Joel. Pedro Pascal est exemplaire dans ses réactions. Voiture de Bill sera prête une fois que la batterie rechargée afin de continuer la route. Joel indique les règles à suivre à Ellie et Joel doit retrouver son frère qui a, je rappelle, rejoint les Lucioles. On découvre le bunker, les armes et la playlist pour la radio vue dans l'épisode 1. Douche plus vêtements et préparation pour partir en voiture. Ellie découvre la voiture et fait référence au deuxième jeu sur le vaisseau spatial. On refait référence à Linda Ronstadt qui rappelle l'histoire de Frank et Bill. Cet épisode est encore meilleur, très bien compté sur ces histoires aussi tragiques et belles à la fois. On s'éloigne un peu du jeu, prenant quelques libertés, mais qui sont parfois meilleures. Oui, nous nous éloignons du duo principal car la volonté de Joel va être plus importante et sûrement sur ce choix aussi cruel que mémorable pour ceux qui ont joué au jeu. Cela ajoute de la matière et même va au-delà de l'histoire du jeu pour que l'on s'attache et que l'on comprenne mieux les enjeux par la suite. Raconter cette histoire fera sens pour la suite, bien au contraire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.